veux bien voir que c'est Bien, on va démarrer si vous voulez. En vous remerciant tous d'être là ce soir. C'est la deuxième initiative que l'on prend en commun avec la cellule du Parti communiste Bélancourt pour éclairer une question sur l'Europe. Et comme on veut en faire des moments de rencontre, de création de liens amicaux et politiques, on va vous proposer rapidement évidemment de nous dire qui vous êtes pour qu'on ait une idée. Par exemple, à l'instant, j'ai la connaissance d'une dame qui habite à Pédir, une Allemande, et si on ne fait pas ce temps de présentation, on risque de rater la possibilité de la rencontrer. Donc on vous propose de commencer par ça. Ensuite, on introduira les deux co-organisateurs de cette rencontre, Michel et moi-même la rencontre, et puis on laissera la place à Annie Lapoiris qui va nous faire un exposé sur son travail universitaire, sur l'histoire et l'origine de la construction de l'Union européenne. On la remercie vraiment beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. C'est d'autant plus appréciable qu'elle est tout enrhumée et qu'elle se demande si elle va tenir jusqu'au bout. Mais elle va tenir, je sais. On la présentera un petit peu. Et puis, après son exposé, on prend la temps de l'échange. Je continue à parler pendant ce temps, sur la diversion. Et en gros, 40 minutes d'exposé, après un échange entre nous. Et puis on gardera un petit peu à 21h30. On essaiera là aussi d'arrêter à l'heure prévue pour qu'on puisse boire un coup ensemble. Et les organisateurs vous invitent à ce petit moment de convivialité aussi après la rencontre. Voilà. Alors si vous le voulez bien, très rapidement, on se présente. Vous vous présentez d'abord pour que tout le monde sache qui on a la chance d'avoir avec nous ce soir. On commence par le premier rang. Je suis Gréco Markov de Matigny les Détenus. Alors si vous n'êtes pas des rangs de l'organisation, on vous dit, sinon vous êtes citoyen qui a envie de réfléchir avec les autres sur cette question. Je m'intéresse depuis mon petit âge à Mons. Je fais même de la communiste en Italie. Jusqu'à l'origine yougoslave, qui me connaissait, ils savent un petit peu quand même. Et d'accord. S'il y a d'autres espérantistes, ce sera l'occasion. On continue comme ça? Oui. Vous n'êtes même pas obligé de vous lever. Oui. C'est plutôt pour. Voilà. Monique Morand. Celui que j'ai en cours. D'accord. On finit? Oui, je Paul Sey, je suis surtout associatif. Plus je lis sur le traité, moins je comprends. Ce que j'aimerais, c'est comprendre l'articulation entre l'idéologie qui est en dessous de chaque intervenant et les montages financiers, économiques et techniques, parce que c'est les deux que je ne comprends pas. D'accord, j'aurai le temps des questions-réponses. Entre idéologique et technique. Je m'appelle Gudrun, je suis l'allemande. L'allemande de la soirée. Oui, j'habite ici en France. J'ai la chance d'habiter ici depuis 17 ans environ. Et j'habite à côté de Béziers. Je travaille avec le cercle des rassemblements communistes, qui est peu présent à Paris, mais assez fort à Lille, à côté de Lille. Et on travaille aussi dans le Front de gauche. Ok, merci. Hélène Caprani, je suis du MPEP 92. Comme avant le MPEP, on a été pendant 6 ans à TAP, le MPEP, et je suis retraitée des impôts. Bonsoir, Samir Medjouni, musicienne pratiquante. Une identité intéressante. La prochaine fois, nous aurons même voilà, une animation musicale avant notre débat.
Oui, donc Gilles Vieillard, je suis militant PCF sur Saint-Cyr, syndicaliste, et je parle aussi espéranto. Voilà, on en est moins deux dans la salle. Comme quoi, c'est quelque chose qui existe. Ce temps est un peu long, mais il est très utile. Alors, Maximilien, du Parti communiste européen. Madame Michel Espina, moi je suis retraité de l'enseignement, je suis membre du PCF et co-animateur du Front de gauche du secteur Nord-Moudon. Rémi Vigneault, je suis technicien ONF retraité et ancien syndicaliste CGT et je participe à la vie du Front de gauche aussi sur Rambouillet. Alors Daniel Tenant, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée de la Plaine de Nôtre et syndicaliste au SNES. Louis Chardon, donc anciennement prof de maths au lycée de la Plaine de Nôtre, actuellement retraité, membre du PCF sur les Yvelines Sud et militante au Front de gauche Yvelines Sud, et ancienne syndicaliste, ancienne secrétaire générale de la FSU des Yvelines pendant quelques années. Oui, Marion Durand, anciennement au Parti de gauche et depuis peu, peut-être 78. Moi, j'ai fait une prise de son et je me suis dit, on est très, très intéressé et très sympathisant, et j'espère que quand il en sortira quelque chose concrètement. Patricia Saint-Georges, je suis du M7 78. Notre représentante officielle. Jean Lambray, président d'Ensemble pour Elancourt, l'association locale, non encartée, mais qui soutient les élus de l'opposition au conseil municipal, PS, PC et également les Verts qui ont soutenu la liste. Militant de la participation locale, et je suis très content qu'il y ait des débats ici à Elancourt. Jean-Claude Fischoff, communiste, ancien conseiller municipal. J'étais dans le transport aérien et puis précédemment j'étais dans les forces aériennes françaises de Lyon. Merci. Jean-Claude, c'est à toi. Oui, Jean-Claude Roland. Ben, je suis pas grand-chose. Je suis militant communiste à Morport. Voilà, c'est tout. Depuis voilà, depuis longtemps. Claire Vigneault, je suis assistante sociale de formation, je suis conseillère municipale d'opposition à Rambouillet et co-animatrice du Front de gauche Sud-Yvelines, syndiqué, CGT. François Gauthier, je suis retraité, sympathisant de gauche. Nicole Gauthier, retraitée, sympathisante de gauche et admiratrice de Mme Lacroix-Ris depuis que j'ai fait sa connaissance sur des petites vidéos formidables. J'ai cru comprendre qu'il y a plein de gens qui avaient beaucoup de hâte de l'entendre. Ah oui. On continue. Morgane Miguet, curieuse et sympathisante. Clémence Pissonneau, sympathisante aussi. Krishna Renou, je suis à la CGT et je suis aussi au RIF, Rassemblement pour l'indépendance de la France, qui a un parti dont le symbole est un pont entre rive droite et rive gauche et qui voudrait retrouver un peu le mouvement qui s'est fait au moment de la résistance. Donc rassembler pour l'indépendance de la France. Bernard Lubin, Poignère, militant du Parti communiste, ancien travailleur manuel. Iris Motard, retraitée, militante PCF à Maurepas. Et Emmanuel Solaire, militant communiste à Elancourt, retraité aussi. Avec des vieux. Charles Caprani. Charles Caprani, un ancien de l'attaque, et j'ai eu la chance de retraiter maintenant. J'ai eu la chance de travailler à une époque où on demandait à travailler et on donnait du travail. Stéphane Merde, informaticien, syndiqué, et normalement futur militant PCF. Chronique d'une adhésion annoncée. Jacques Michelet, je suis élu municipal d'Elancourt d'opposition communiste
Voilà. Jean Feugère, je suis directeur du centre culturel et je suis soutien fervent de la liste d'opposition. Voilà. Et ça va. Chantal Feugère, c'est pas d'opposition du coup. Je suis donc fonctionnaire à l'éducation nationale, je suis en classe au lycée du Mont-Dieu plein de Plus fort, vous plaît fort. Lucie Ibrahim, 91, les Ulysses. Je suis infirmière et je suis partie de gauche, les Ulysses. J'ai reçu une invitation, je me suis inscrite sur le blog après vos conférences. Pardon? Après avoir vu vos conférences, en fait, je voulais une vidéo et je me suis inscrite sur votre blog et j'ai reçu votre invitation. Donc, je voulais vous voir en vrai. Mais c'est pas la vraie. C'est Ibrahim Aoui, son mari. Je suis infirmier en chirurgie, en sciences publiques. Et je viens un peu pour travailler dans mon étude. Et puis, plus de connaissances sur l'histoire de l'Europe et voir la corrélation ou l'impact avec la santé. Ici, Éric Caron, chef d'entreprise. Et provocateur. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'est pour nous un plaisir de voir la diversité, comme lors du premier débat, diversité générationnelle, même si Annie a manqué de dire qu'il y a un trou dans les générations. Là. Ça se voit beaucoup dans les manifestations. C'est bien. Diversité géographique. Nos générations. Vous arrivez de différents endroits, et puis diversité d'origine et sensibilité politique. On voit bien, c'est un des paris que l'on fait en organisant ces rencontres, c'est de pouvoir faire discuter, débattre des gens qui se retrouvent tous dans ce peuple de gauche et qui peuvent avoir à certains moments des différences qu'il convient de discuter ensemble et de réfléchir ensemble. Alors, on va avec Guy, on va attendre. Bonsoir, vous venez vous installer, bienvenue. Les conduire, c'est comme il y a des douloureux, c'est ça? Non, là, il y a deux sièges. À moins vous qu'il y ait quelqu'un près de vous. Voilà, là, il y a deux places. Donc moi, je suis Jean Jourdan. Vous êtes tout à fait excusé, parce que c'est compliqué quand on n'est pas du secteur pour trouver une place. On vient juste de commencer, on a fait un petit tour de présentation. Je dis quelques mots au nom du collectif PLAID 78, qui co-organise avec la cellule sociale de Hambourg. Quelques mots, puis après on laissera la parole à Annie Corus, qu'on va présenter un petit peu, qui se présentera encore mieux toute seule. Déjà, remarquez qu'on avait prévu un peu de place pour mettre une partie de son travail. Et on voit qu'elle produit beaucoup d'ouvrages, c'est un métier d'abord, et puis parce qu'elle produit sur cette question-là. Donc voilà, on va profiter de sa réflexion et de son analyse. Moi, je voulais dire que la dernière fois qu'on s'était rencontrés collectivement, c'était une période politique un peu particulière qui marque ce qu'on est aujourd'hui. Donc le contexte d'aujourd'hui, on s'est retrouvés juste au lendemain de l'élection présidentielle, où on a élu donc un président de gauche qui allait changer les choses maintenant. Et puis, juste avant l'élection législative, et on a vu le résultat avec une Assemblée nationale qui est celle qui vote ces jours-ci le traité européen, dans lesquels les forces de la gauche alternative sont très affaiblies en fait. Deuxième élément du contexte que je voulais vous présenter, c'est ce qui s'est passé dimanche. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, la plupart d'entre vous, j'espère, étaient présents pour cette grosse manifestation de dimanche contre le traité européen, contre l'austérité, pour un référendum, une manifestation qui était une réussite, qui a d'ailleurs fait changer les médias entre le matin et le soir sur ils ont bien mesuré ce qui se passait. Et il y a eu cette manifestation, il y a le débat à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas prophète, mais on peut imaginer que le traité va être voté. La question qui se pose, c'est de savoir si ça va être par la droite et le PS ensemble, ou sans l'obligation de l'apport des voix de droite, mais de toute façon, ça sera par la droite et le PS. Et ça va se passer comme en 2005, où sur le traité constitutionnel, il y avait eu une majorité de Français qui avaient refusé ce traité, et en fait, on a passé en douce par la suite à l'Assemblée. C'est le deuxième élément du contexte, c'est le vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale du traité. Troisième élément du contexte, c'est le fait que la crise, j'avais mes collègues du PEP qui m'a dit, mais tu dis pas la crise, c'est pas la crise pour tout le monde.
et je pense qu'il a raison, la crise n'est pas pour tout le monde. Toujours est-il que nos sociétés connaissent une crise globale, financière, politique, économique, et que face à ça, il y a des manifestations très très importantes qui se développent dans un grand nombre de pays européens, dont on ne parle pas beaucoup. L'Espagne, le Portugal, la Grèce et ailleurs, l'Italie. Et du coup, on voit quand même que ces politiques d'austérité, qui sont conduites un peu partout, entraînent des réactions populaires extrêmement fortes. Et par ailleurs, des différents sondages qui ont été publiés la semaine dernière montrent que l'opinion publique, alors je me méfie toujours un peu de ce terme-là et de ce qu'on fait dire au sondage, mais l'opinion publique se sent de plus en plus éloignée de l'Union européenne, de ses institutions et de ses politiques. Voilà les éléments de contexte. Et du coup, dans ce contexte-là, les stratégies et les propositions des organisations qui se réclament de l'alternative à gauche sont questionnées par les uns et par les autres. Dans chacune de nos organisations, il y a des débats internes quelquefois difficiles, enfin en tout cas il y a des différences de position. Et puis entre organisations, évidemment, il y a plein de différences. Et ce soir, il y aura certainement l'occasion que ça puisse apparaître. Mais on n'est pas ce soir-là pour un débat entre organisations. On est là pour essayer d'approfondir les questions qui nous intéressent à la lumière d'un éclairage historique. Ce détour par l'histoire, il ne va pas de soi. L'idée que l'histoire pourrait nous permettre de mieux comprendre les questions qu'on se pose aujourd'hui ne va pas de soi pour nous. Je pense que c'est le lot quotidien, le travail quotidien des historiens et d'Adèle Aquaris. Mais on va essayer de faire ce détour intellectuel-là et de profiter de l'intervention d'Annie pour mieux comprendre à l'origine de la construction européenne ce qui était le moteur. Et je pense qu'elle va, je suis sûr qu'elle va nous expliquer que les impérialismes français, allemands, américains ont en fait construit ces institutions-là avec des objectifs très précis et qu'on retrouve ces objectifs aujourd'hui dans les différentes étapes de la construction de l'Union européenne. Voilà pour ce qui me concerne. Donc, Guy intervient, on présente Annie et puis on démarre le débat. Ça sera très bref. Quand nous étions vus, pour la plupart d'entre vous, vous étiez déjà présents le 6 juin avant le deuxième tour des législatives. Nous vous avions promis de faire une suite à cette séance qui s'appelait, rappelez-vous, la désobéissance à l'Union européenne. On avait eu un débat tout à fait intéressant et ça nous a encouragés pour organiser ce débat ce soir sur un thème qui est évidemment pas très éloigné du précédent, mais on s'est aperçu dans la réunion du 6 juin que sur ce thème de l'Union européenne, de la construction européenne, moi j'ai oublié le terme construction entre guillemets, c'est personnel, mais peut-être que d'autres approuvent ce guillemets, nous étions aperçus qu'il y avait des thèmes à l'intérieur de l'Union européenne, de la construction européenne, qui méritaient d'être approfondis. Donc ce soir, on vous propose un détour historique qui va éclairer la plupart d'entre nous sur la genèse de la construction européenne. Et nous, si vous êtes d'accord, nous essaierons de déboucher aussi sur des propositions pour un prochain sujet, un thème qui pourrait être débattu avec vous et puis d'autres personnes qui pourraient nous rejoindre, qui s'intéresseraient au sujet, qui pourraient tourner autour de vos propositions ou des débats qui auront lieu ce soir. Notre ambition, toujours entre guillemets, ce serait d'avoir, disons, une fois par trimestre, une occasion de débattre comme on le fait ce soir. Parce qu'on souffre trop, les organisations politiques en particulier, puisque j'en fais partie, souffrent trop des séquences électorales qui tiennent lieu de stratégie politique. Et entre les séquences électorales, bien souvent, on prépare la suivante. Et nous pensons que ce n'est pas une bonne matière de faire de la politique avec les gens. Donc, notre objectif, à notre mesure, bien entendu, ce serait de renouveler ce type de réunion ouverte, pluraliste, le tour de table l'a bien montré, sur des thèmes qui peuvent intéresser, bien sûr, la plupart des présents et puis d'autres qui pourraient nous rejoindre, de façon à couvrir ces périodes un peu molles où il y a la désillusion d'après les élections et tout de suite on vous fait penser aux prochaines et on n'a pas le temps de parler des vrais sujets. Vous connaissez comme moi tous les sujets importants qui n'ont jamais fait et qui ne font jamais l'objet d'un débat dans notre pays. On pourrait faire la liste, elle est impressionnante. Donc voilà ce que je voulais dire tout simplement. Et si je peux reprendre la parole, si Jean me la laisse, je ne suis pas sûr, à la fin de la réunion,
Vous voyez, on est très, très coopératif. On fera des propositions, parce que là on est dans la réflexion, mais on voudrait aussi faire quelques propositions d'action à très court terme. Et puis, donc cette proposition aussi de rendez-vous dans quelques semaines sur un thème qui serait à choisir ensemble. Voilà. Pour être confortable, on avait un troisième interlocuteur à la table qui était prévu, qui était représentant des jeunesses communistes, qui était présent au premier débat et qui nous avait dit qu'il voulait bien monter la rencontre avec nous. Ils n'ont pas pu venir ce soir. Et ça me semble intéressant qu'il y ait ces jeunes aussi à la table, parce que il me semble que les jeunes sont les premières victimes de l'idéologie un petit peu mystificatrice de l'Europe. On leur dit l'Europe, c'est la possibilité d'aller faire des études à l'étranger. L'Europe, c'est la possibilité. Ça tourne mal, Bing. Voilà. Erasmus, Bing. Donc c'est Erasmus, c'est la possibilité de payer son McDo à l'étranger avec sa carte bleue française, avec sa carte bleue en euros, etc. Mais en fait, il y a une vision un petit peu bisounours de l'Europe qui ne correspond pas à la réalité de la construction européenne. Aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne, de sa réalité, telle qu'elle a été construite et telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça ne va pas de soi non plus, parce que dans la manifestation, par exemple, dimanche, il y avait un autocollant qui était un cœur rose et c'était marqué « I love Europe sociale ». Et ça, pour moi, c'est du bisounours, parce qu'on est tous pour l'Europe sociale, effectivement. On ne parle pas de ça ce soir. On parle de l'Union européenne telle qu'elle est. Pas de, moi je peux avoir aussi un autocollant « I love le monde fraternel ». On est tous d'accord. Donc la question, c'est de partir de la réalité de la construction de l'Union européenne depuis très longtemps, et on va faire cet éclairage historique, et de réfléchir à ce que c'est réellement aujourd'hui. Loin du mythe que ce serait la croissance, la solidarité entre les peuples et la paix, puisque c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui. Alors, merci à Annie Lacroix-Ris qui va dire 2 mots de présentation. D'abord, même si elle est déjà très connue apparemment par ses fans sur son site et son blog. Elle est professeure émérite des universités à l'université Paris-Sèvres Diderot. C'est une historienne spécialiste des relations internationales au XXe siècle. Et on a vu tout l'intérêt qu'il y avait à ce détour historique pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Et puis, elle est militante. Et moi, j'ai été surpris, parce qu'on ne se connaissait pas avant. Je suis allé aussi sur le site et j'étais surpris par la pertinence et l'acuité de la critique et des controverses qu'elle organise. Par exemple, j'ai été surpris par la controverse avec Michel Onfray. Et ça m'a intéressé. Je trouve que c'est utile d'avoir aussi des lieux de débat intellectuel sans compromission, voilà, où on peut réfléchir ensemble. Donc du coup, elle est militante, et c'est intéressant parce que l'objectif de ce soir, c'est bien sûr de mieux comprendre, et en même temps de mieux s'armer en tant que citoyen, et en tant que militant, pour pouvoir essayer de lutter et de changer les choses. Annie, si tu vas bien s'arrêter à certains moments à cause de la gorge, tu me diras. Voilà, vous m'excuserez, j'ai une petite prise comme des tas de gens ces temps-ci. Tout le monde m'entend jusqu'au bout. Ça. Hein, si jamais ça fait glisser, vous me le signaleriez. Alors, vous savez bien que depuis très longtemps, on nous explique, c'est sans doute un des aspects les plus trompeurs d'ailleurs de l'Europe, de ce qu'on appelle plaisamment l'Europe. On nous explique qu'il y a eu un projet européen très sympathique, du fait des pères de l'Europe qui rêvaient de paix, ces zones des marches, c'est-à-dire des zones frontières, qui avaient été si bouleversés par la guerre, qui ne rêvaient que paix, qui étaient prêts à se jeter dans les bras les uns des autres, qui avait eu donc ce projet si sympathique de suppression de la guerre et même du comité des forces, enfin vraiment très sympathique. Et puis, on ne sait pas pourquoi, une dérive se serait mise en travers de ce magnifique projet. Bon, écoutez, moi j'ai passé ma vie de recherche, qui est maintenant très longue, hein, puisque ça date de plus de 40 ans, à ne découvrir que des choses qui démentent tout ce qu'on nous raconte tous les jours. Ce qui m'a valu évidemment bien des ennuis, non pas dans le traitement des sources d'ailleurs, hein, parce que j'ai quand même appris mon métier, mais finalement à cause, comme disait un de mes censeurs un jour, de l'usage que j'en faisais. Puisqu'il expliquait, c'est quelqu'un qui m'avait censuré, une des fois où m'avait censuré, qui expliquait que
on ne pouvait pas laisser paraître mon article parce que le ministère des Finances ne laisserait plus ses archives à la consultation vu l'usage qui en était fait. C'était amusant parce que dans l'article n'exploitait aucune source des finances. Mais vous voyez, il est des historiens qui n'aiment pas aller regarder les sources. Moi, j'aime les sources. Je dirais même que je considère que les sources, c'est le seul matériau valable de l'historien et qu'on ne peut pas faire d'histoire avec ce qui a beaucoup servi en matière européenne, c'est-à-dire de doux témoignages des bonnes intentions des hommes qui ont fait l'Europe. Et il n'est rien de plus... alors, par ailleurs, bon, on m'a présenté, je suis effectivement une intellectuelle et je suis sans doute, une des très rares intellectuelles en France, en tout cas, ceux qui existent ne sont pas très connus, moi non plus, mais un petit peu plus que certains autres. Je fais partie des intellectuels qui ont lu Marx, qui ont aimé Marx et j'espère assimiler Marx, et en particulier qui ont beaucoup apprécié les thèses sur Feuerbach, et en particulier cette thèse, cette 11e thèse si connue que jusqu'ici les intellectuels n'ont fait qu'interpréter les phénomènes et que ça ne suffit pas et qu'il faut aussi changer le monde. Et je pense d'ailleurs, je suis marxiste au sens où j'adhère au concept de Marx sur le radicalisme, c'est-à-dire que je considère que être radical, c'est prendre les choses par la racine et que ça a les mêmes obligations en histoire que par ailleurs et que c'est très difficile dans une période où, pour parler de manière assez résumée, mais je crois pas infidèle à la réalité, ceux d'en haut sont vainqueurs, momentanément, mais sont vainqueurs, pour ne pas dire vainqueurs par chaos, et ceux d'en bas vaincus, ou quand même pas dans une période très brillante. C'est-à-dire que ceux qui en haut sont vainqueurs font prendre à ceux d'en bas des vessies pour des lanternes de manière systématique et sur toutes les questions. Sur l'Europe, ça a une grande importance, évidemment, puisqu'on nous propose la sauce européenne, enfin on nous propose, je dirais maintenant qu'on peut dire officiellement qu'on nous impose la sauce européenne, maintenant c'est clair, on vote, on ne vote pas bien, nous on ne nous fait pas revoter, comme on l'a fait, vous le savez, pour un certain nombre de peuples, nous on s'assied sur notre vote, et évidemment ça nous rappelle des tas d'autres périodes où le peuple français votant mal, on trouvait opportun de le faire cesser de voter, hein, et tout le monde se dit « Ah bah oui, c'est Vichy », et moi je dis « Ah bah non, 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 c'est pas seulement Vichy, c'est la Troisième République finissante qui a fait le lit de Vichy ». C'est-à-dire que, au fond, je passe ma vie à réfléchir sur les rapports de classe, et que la question de l'Europe, elle pose au premier plan ces rapports de classe, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de laisser croire qu'il y a une sorte d'Éden européen ou de rendez-vous européen qui a été manqué. Pas du tout. En fait, l'Europe, elle s'inscrit dans l'histoire de l'impérialisme, hein, c'est-à-dire, alors je vais revenir à des vieilles anciennes, mais enfin, à des anciennes, enfin, je suis désolée d'utiliser vieille avec ancienne dans un sens qui ne veut pas dire ancien, mais évidemment des vieux thèmes. Je vais revenir quand même à des vieux thèmes, c'est-à-dire, par exemple, à la petite brochure de Lénine qu'on ne lit plus assez, que moi je lisais tous les ans parce que je présentais à mes étudiants 1914 en leur disant, écoutez, pour comprendre ce que c'est que l'impérialisme et savoir quel était le niveau de concentration du capital en 1914, soyez gentils, lisez l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, parce que c'est une sorte de quintessence de ce qu'on savait sur la base des travaux scientifiques, d'économistes, pas tous marxistes d'ailleurs, un certain nombre social-démocrates au sens moderne du terme, c'est-à-dire passé très... ayant fait rupture avec le marxisme, mais ce qu'on savait sur le niveau de concentration du capital et sur la vigueur de la concurrence interimpérialiste, cette concurrence interimpérialiste qui avait conduit
à la suite de la première grande crise systémique du capitalisme, qui avait conduit à la Première Guerre mondiale. Donc il faut bien comprendre que cette question de l'Europe, elle s'est posée, pas au sens où le raconte Gerbet, qui nous a fait à peu près tous les manuels sur l'Europe qui sont imposés à tous les étudiants de la première année à la dernière, y compris en passant le CAPES ou l'agrégation, c'est-à-dire cet homme de sciences politiques qui n'a jamais vu une archive, et enfin, ses cendres parce qu'il est décédé, mais qui nous a fait des histoires de l'Europe qui n'ont ni queue ni tête, qui font remonter ça à Charlemagne, etc. Et qui nous explique aussi d'ailleurs que l'Europe s'est construite parce que, vous savez, il y avait un terrible loup-garou, le loup-garou soviétique, qui, en particulier, avait conduit les peuples européens à se rendre compte que le danger allemand, ma foi, était quand même secondaire, et qu'il était indispensable de relever le Reich, à peine tombé, pas tombé du tout d'ailleurs, mais quand même affecté par une défaite sévère à l'Est. Il était donc nécessaire de relever dans les meilleurs délais le Reich parce que à l'Europe se posait un problème bien plus grave, évidemment, que celui du Reich qui avait ravagé le continent européen. C'était l'Union soviétique qui avait l'intention de faire la guerre à tout un chacun, de conquérir des terres, etc. Bon, finalement, c'est ça qu'on nous a expliqué. Ils s'aimaient bien, ils ont tous compris que l'Allemagne était un danger modéré à côté des soviets qui risquaient d'être là, vous savez, à la prochaine étape du Tour de France, comme avait dit De Gaulle à l'époque où il fondait son parti. C'était pas la machine à ramasser les pétainistes comme le PCF, et d'ailleurs les services spéciaux de la police aussi baptisaient le MRP, mais le RPF c'était à peu près la même chose, puisque De Gaulle avait fondé un parti, il le savait bien d'ailleurs, hein, les sources le montrent, évidemment, qui était très largement constitué des gens qu'il avait beaucoup combattus entre 1940 et 1944. Et donc, finalement, ce qu'on nous explique, alors évidemment, c'est un petit peu délicat, parce que les gens de gauche, il y a plein de gens de gauche aujourd'hui, puis sincèrement de gauche, qui sont européens, qui n'aiment pas cette Europe, mais qui se disent, oh mais quand même, il y en a eu une sympathique, et puis on pourrait en faire une sympathique. Je crois que le plus simple, c'est de montrer ce qu'elle a été, cette Europe. C'est-à-dire une Europe qui est le fruit, et je parle de cette Union européenne, qui est le fruit des nécessités de l'impérialisme, c'est-à-dire de cet impérialisme qui, on le sait, vogue entre la concurrence acharnée, cette concurrence entre les capitaux qui conduit, quand il n'y a plus moyen, à la faveur des crises systémiques, quand il n'y a plus moyen d'ouvrir les marchés de manière pacifique, à les ouvrir de manière non pacifique, ce qui a fait à la suite de deux crises systémiques, la Première Guerre mondiale, puis la seconde, on évoquera la troisième crise systémique, et donc une situation d'extrême rivalité du capital, mais en même temps des éléments d'entente du capital qui sont très simples mais fondamentales, et je dirais qui font qu'il y aura toujours une entente fondamentale des capitalistes, qui est la nécessité de baisser le salaire ou de tenir le salaire le plus bas possible pour que le profit soit le plus élevé possible. C'est la nécessité qui s'impose à chaque capitaliste, à chaque ensemble de capitalistes nationaux et à tous les ensembles de capitalistes non nationaux, enfin entendus au sens international, parce que c'est la règle de fonctionnement du mode de production capitaliste. Et je dirais d'ailleurs que pour comprendre l'Europe, comme pour comprendre d'ailleurs n'importe quoi, il est absolument impératif de se tourner vers les grands fondateurs, vers ceux, il faut bien dire, je le dis d'autant plus que nous sommes ici d'une part
des très jeunes et d'autre part des plutôt vieux, et qu'il y a malheureusement un trou entre les deux, mais c'est très bien qu'il y ait plein de jeunes. Donc les jeunes ne le savent peut-être pas encore, mais ils vont le savoir. Les vieux se sont quand même formés parce qu'on leur a donné en quelque sorte une boussole, hein, comme les gens du capital détiennent une boussole. Ils fonctionnent aussi bien que les marxistes. Ils analysent les choses très bien, comme a dit un d'entre eux il n'y a pas longtemps, Warren Buffett, qui, si je ne m'abuse, a dit la guerre de classe, c'est nous qui la menons et c'est nous qui la gagnons. Eh bien, pour comprendre ces choses, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que le capital. Donc, je le dis, je ne vais pas, évidemment, dans le petit temps qui m'est imparti, je ne vais pas vous faire un cours théorique sur le capital, mais on ne peut pas comprendre l'Union européenne si on ne comprend pas le fonctionnement du capital et le fonctionnement par nature de guerre du capital. Le capital lutte, les capitaux luttent les uns contre les autres et ils luttent sans cesse à l'intérieur même, je dirais, de chaque capital, ce qui fait comprendre que la thèse du super-impérialisme, qui est au fond la thèse qu'on nous sert à propos de l'Europe, la fameuse thèse selon laquelle, c'est-à-dire la thèse de Kautsky, à partir des années 1910-1911, en se rappelant que Karl Kautsky a été le premier théoricien marxiste qui a succédé à Marx et Engels, hein, et puis que dans ces périodes terribles où le capital emporte tout sur son passage, lui aussi il a capitulé, ça existe, hein, il y a des très grands qui capitulent, lui aussi il a capitulé, puis en 1910-1911, il s'est inventé une théorie du super-impérialisme qui disait grosso modo les choses suivantes. Finalement, il peut y avoir un accord entre pays impérialistes en conflit, il y a des compromis, les compromis qui viennent de se dérouler sur toute une série de conflits à l'intérieur du continent européen, sur ses marges, par exemple, dans l'Empire ottoman, hein, on nous parle beaucoup de la Turquie en ce moment, dans l'Empire ottoman, où finalement on a quand même trouvé un arrangement sur le chemin de fer d'Irak, au bénéfice du Reich, enfin on a trouvé un arrangement, toute une série d'accords coloniaux entre la France et le Reich, tout ça montre finalement que les grands capitaux peuvent s'entendre et n'ont plus de motif à se faire la guerre. Ils avaient un motif à ne pas se faire la guerre, mais Kautsky oubliait qu'ils avaient quand même des motifs à se faire la guerre. Ils avaient assurément un motif à ne pas se faire la guerre. Ce motif à ne pas se faire la guerre, c'est d'avoir chacun et tous ensemble, vu déjà le degré d'internationalisation du capital, le même intérêt à ce que les salaires fussent le plus bas possible, et surtout en période de crise, car, je le rappelle, si en période de crise le marché se bloque, on ne vend plus les marchandises, le marché s'effondre, la production s'effondre, et qu'est-ce que vous voulez faire si vous êtes capitaliste et que vous voulez maintenir votre profit? Ben, vous écrasez le salaire encore plus que d'habitude. Alors vous comprenez, quand je racontais ça il y a longtemps, il y a des tas de gens qui se disaient elle est complètement piquée. Mais évidemment, maintenant que la Grèce, l'Espagne, le Portugal, et chez nous, la nécessité de baisser le coût du travail qui est vraiment trop élevé, tout ça évidemment fait réfléchir les populations qui se rendent bien compte quand même qu'on ne leur parle que de ça. Ça fait très longtemps qu'on ne leur parle que de ça. Et pas seulement qu'on leur en parle, qu'on l'applique. C'est-à-dire que à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a eu une guerre contre les salaires épouvantables. Donc vous avez tous entendu parler quand vous étiez petit, par exemple, un peu à l'école, en plus les plus vieux, à l'époque où ils avaient un enseignement de l'histoire un peu plus satisfaisant qu'aujourd'hui. Vous avez quand même tous entendu parler des grandes grèves, la fin des années 90 ou de 1906, tout ça. Bon, tout ça, c'est dans le cadre de la crise de 1873, hein, qui aboutit à la guerre de 1914. Bon, et puis, qu'est-ce qui se passe? Les impérialismes s'affrontent, pas seulement les impérialismes européens d'ailleurs, hein, l'impérialisme américain, parce que
Vous voyez, j'ai fait un petit bouquin qui s'appelle L'intégration européenne de la France, la tutelle de l'Allemagne, des États-Unis. On dit, tiens, qu'est-ce qu'ils viennent faire ceux-là? Surtout que ça commence en 1919. Après tout, vous voyez, il y a tout plein de bons apôtres qui vous expliquent, y compris certains de mes collègues qui vraiment devraient aller au-delà de leur stricte spécialité, ou des années qu'ils étudient. Il y a quand même des gens qui vous expliquent que c'est en 1945 que les États-Unis deviennent un pays vraiment très important, un pays influent en Europe. Bon, évidemment, c'est des âmes battées, enfin surtout quand c'est mes collègues, parce que évidemment, quand c'est pas mes collègues, ils ont des excuses. Bien sûr que non, puisque la Première Guerre mondiale, ce premier raffrontement des impérialistes met en cause, vous le savez, les États-Unis, et que les États-Unis, à l'intérieur de l'Europe, si je puis dire, font un choix. Tardif, certes, très tardif, mais ils font un choix. C'est-à-dire qu'ils vont soutenir certains impérialistes contre l'impérialisme allemand, avec lequel pourtant ils ont entretenu des liens d'une intimité extraordinaire avant 1914, hein, puisqu'il y a déjà des liens de capitaux entre les États-Unis et l'Allemagne. Il n'y a aucun lien interimpérialiste à cette époque, ou pas beaucoup, aussi puissant que ces liens. On me dira qu'il y a des liens entre l'impérialisme anglais et l'impérialisme américain, qui ne rêve que de grignoter l'impérialisme anglais, qui a fort avancé d'ailleurs depuis 1914 dans cet objectif. Mais enfin, finalement, comme vous l'observerez d'ailleurs, les États-Unis ont jusqu'ici, dans les deux guerres mondiales, pris finalement le parti des autres pays que l'Allemagne. Alors, je ne sais pas si on a parmi vous aujourd'hui qui ont entendu, il se trouve que j'ai écouté Mermet et que c'est en ce moment la saga d'Hobsbawm, c'est rigolo si je puis dire, enfin, pauvre Hobsbawm à son âge, évidemment, on pensait bien qu'il mourrait un jour. J'en parle d'ailleurs dans mon dernier petit bouquin, parce que Hobsbawm me semblait une de ces grandes figures, un de ces grands marxistes qui a quand même pendant longtemps capitulé. Quand on l'écoutait chez Mermet, quand même on s'en rendait bien compte. On l'aime beaucoup parce qu'il dit finalement le socialisme c'est bien, mais alors la réalisation a été épouvantable. Hein. Et il en ressort qu'il faisait une observation qui à mon avis n'avait pas grand sens parce qu'il n'expliquait pas du tout pourquoi. Il disait finalement, il y a une grande différence entre Staline et Hitler, c'est que Staline n'est pas génocidaire, alors qu'Hitler est génocidaire. D'ailleurs, a-t-il expliqué dans une conférence d'il y a quelques années, dans un excellent français d'ailleurs a-t-il expliqué, finalement, les démocraties capitalistes ou le capitalisme pas nazi l'a compris, puisqu'il s'est allié avec l'URSS. Ce qui est traiter l'histoire, je dirais, de manière cavalière, parce qu'il aurait fallu quand même que le grand Hobsbawm nous explique pourquoi, pendant tout l'entre-deux-guerres, avait prévalu la formule antérieure, c'est-à-dire l'alliance de ces messieurs contre les soviets, mais finalement, évidemment, la nécessité, à un moment, déguisement des contradictions interimpérialistes telles qu'il fallait quand même flanquer la pâtée à l'impérialisme allemand. Après quoi, on recommençait ce qu'on avait fait en 1918, c'est-à-dire l'Allemagne bien écrasée, bien vaincue, devant quand même rendre gorge un peu, mais prête à entrer dans des nouveaux accords interimpérialistes. Eh bien moi, je fais partir l'Europe, évidemment, sachant que cette Union européenne, finalement, elle mûrit au moment où Lénine, ou un peu avant que Lénine n'écrive l'impérialisme au stade suprême du capitalisme, et elle se déploie à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que se mettent en place des mécanismes dans les rapports interimpérialistes qui existent avant la Première Guerre mondiale, mais des mécanismes qui s'institutionnalisent dans la mesure où l'entre-deux-guerres est rempli de tentatives de faire ce qu'on appelle une organisation de l'Europe.
Alors, entendu, évidemment, dans un sens particulier, l'Europe, moins les soviets, dont les uns et les autres, dont tous les impérialismes d'ailleurs, ne cachent pas leur intention de faire disparaître l'expérience. Hein? C'est d'ailleurs, il faut le dire, un ciment remarquable entre eux, car ils sont tous d'accord pour s'en prendre à ce qui est absolument désagréable et qui ne tient pas du tout à la personnalité plus ou moins autoritaire de Staline et qui est antérieure à l'émergence de Staline comme dirigeant. Ils sont extrêmement contrariés que sur une portion considérable de l'Europe, ils ont en gros 22 400 000 km², bien qu'on lui en ait rogné des gros bouts entre 1918 et le début des années 1920, ce pays était une sorte de pactole, et réfléchissez-y dans l'Union européenne d'aujourd'hui, un pactole, grand Dieu. Ils bavaient tous devant l'Ukraine, par exemple. Mais quand je dis qu'ils bavaient, regardez donc, lisez donc les articles de divers journaux allemands sur le fait qu'on ne peut pas laisser des richesses comme ça à ces âmes d'Ukrainiens ou de Russes qui n'en font rien alors que l'Allemagne est capable d'en faire une merveille de modernité, de magnifiques récoltes, de richesses industrielles, de matières premières fabuleuses. Tous ont rêvé de l'apprendre. Et c'est un des éléments qui nous fait d'ailleurs un lien entre 1905 ou 1914 et la période d'aujourd'hui. Mais évidemment qu'on travestit, et c'est, je dirais, le pire de l'incompréhension sur l'Europe, qu'on travestit sous divers déguisements idéologiques. C'est-à-dire que c'est parce que les soviets n'étaient pas démocrates, étaient ceci, étaient cela, et bon... parce qu'il y avait Staline, le rouge, le tsar, le génocidaire, etc. Pas du tout. Il s'agissait, d'une part, de se partager le monde, ce qui avait déjà été très largement fait, vous le savez, entre, disons, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et surtout dans la dernière partie du XIXe siècle, ce qu'on a appelé par exemple la course à l'Afrique. Donc de se partager le monde, évidemment, on n'était pas d'accord sur le statut du partage du monde parce qu'il y en a toujours qui en voulaient plus. Hein. Puis les États-Unis n'étaient pas du tout contents, bien entendu, de ce que leurs rivaux européens eussent pris des pans qui leur échappaient, hein, en matière première, en termes de matières premières gratuites permettant de faire suer le nous, comme on dit avec peu de distinction. Et donc, on arrive au lendemain de la Première Guerre mondiale avec des caractéristiques qui sont finalement très proches des nôtres. Encore que, me direz-vous, c'est plutôt à 1914 aujourd'hui qu'il faudrait se référer et à 1939. Mais enfin, on peut prendre le début, on peut prendre la fin, on va trouver la même chose. Qu'est-ce qui se passe au lendemain de la Première Guerre mondiale? Ah, il y a un ennui. C'est, je l'ai dit, ces soviets qui ont décrété qu'ils abolissaient la propriété privée chez eux. Voilà une idée. Comme disait le très grand historien qui n'est pas mort et qui reste très grand, Arnaud Meyer, dans ce très bel ouvrage traduit en 2002 qui s'appelle Violence, Passion, je ne sais quoi, enfin, qui est une comparaison entre la Révolution française et la Révolution russe, c'était bien pire pour les impérialismes que pour les aristocraties européennes, la Révolution française. Parce que, vous me direz, les aristocrates européens ne possédaient quand même pas la terre de France. Hein? C'était très ennuyeux, évidemment, parce qu'on voit là une idée d'aller abolir le système féodal. Vous parlez d'un exemple, surtout dans les marches, vous savez, là, ces zones de marche où on s'aime, où on veut tellement se réunir. C'était un fâcheux exemple. Mais enfin, ils ne possédaient pas la France. Tandis que les impérialismes possédaient la Russie. Exactement comme ils possédaient l'Espagne moderne. Hein? Ce qui vous explique d'ailleurs la guerre d'Espagne. Donc vous avez une série de naïfs
malheureusement des naïfs qui ont d'influence, qui vous expliquent que c'est parce qu'il y avait des factions entre la gauche et puis que les méchants staliniens voulaient écrabouiller tout le monde, qu'il y a eu la guerre d'Espagne. Enfin, voyons. Il n'y a pas eu du tout la guerre d'Espagne à cause de ça. J'en traite notamment dans le choix de la défaite. Vous verrez que c'est bien plus simple que ça. C'est une affaire de lutte interimpérialiste, à la fois pour la possession de l'Espagne et pour la possession des colonies, ou pour les maintiens de la possession des colonies, ou pour l'acquisition de colonies, par exemple du côté allemand et du côté italien. Donc, disais-je, on se retrouve avec des impérialismes qui sont à peu près tous d'accord pour tordre le cou aux soviets. Ah, ça, d'accord. Mais, et puis, qui sont d'accord aussi pour retrouver les compromis sous une forme évidemment changée par la guerre, la défaite des uns, la victoire des autres, parce qu'il faut se le rappeler ça, hein, la victoire et la défaite, ça ne donne pas les mêmes choses pour les vainqueurs et les défaits. Et qu'est-ce qu'on fait au lendemain de la Première Guerre mondiale entre impérialistes? Ben, on commence à construire cette Europe où on s'aime tous. Et comment on construit? On passe, par exemple, du côté français, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même le côté français, d'une politique dite d'exécution, la politique dure, vous savez, cette politique qui fait que tous mes étudiants, malgré tous les efforts que j'ai faits, mes élèves du secondaire, je trouve, d'ailleurs, c'est vrai, ils avaient plus d'heures, c'est logique, comprenaient mieux. Mes étudiants du supérieur dans les premiers cycles, hein, n'ont finalement jamais compris autre chose que les âneries qu'on leur avait répétées pendant très longtemps, à savoir que l'Allemagne avait horriblement payé. Bon, c'est vrai que le peuple allemand a payé, ça c'est vrai. Mais comme les autres, il a payé à certains moments, puis à certains moments, la participation au pillage d'autrui a permis qu'il paye un peu moins, juifs exclus évidemment, et communistes, etc. Mais le problème de ces rapports entre pays impérialistes, c'était que, précisément, le capitalisme français, pour choisir, et quand je parle du capitalisme, hein, je parle du grand capital. Je dis le grand capital qui est déjà très concentré en 1914, encore plus en 1918. Le grand, celui qui décide. Celui qui fait que les promesses électorales, qui n'engagent, comme disait l'autre, que ceux qui y croient, sont caduques d'emblée, hein, puisque c'est avec eux que se négocient les programmes des gouvernants. Tant que ceux d'en bas n'y ont pas mis bon ordre, mais comme on le sait chez nous, ils n'y ont pas mis bon ordre depuis longtemps. Et donc, de quoi est-il question de ce point de vue? Il est question de passer, pour le capital français, d'une politique d'exécution qui a été choisie, c'est vrai, après des hésitations, hein, parce qu'il y a eu une tendance à essayer de s'arranger, celle qui avait trompé d'ailleurs Kautsky, qui se disait, mais ça y est, ils s'arrangent. Ils ne feront pas de guerre, c'est le super impérialiste. Oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez deviné tout seul, le pauvre Kautsky, en 1914, il avait bonne mine, avec son super impérialisme sans guerre de 1911. Hein. Bon. Enfin, ça ne l'a pas vraiment guéri. Et donc, d'abord, comme le grand capital français a dicté, je dis bien a dicté, c'est le comité des forges et le comité des bières qui ont fait la Première Guerre mondiale. Comme ailleurs, hein. C'est vrai en Allemagne, donc je ne vais pas dévider le bottin. Il sort de la guerre en disant, c'est bien simple, je vais remplacer le Reich pour le charbon, je vais le remplacer pour la chimie, c'est un peu présomptueux. Hein. La chimie allemande détenait près de 90% du marché mondial des colorants en 1914. Il faut savoir que la chimie des colorants, elle est née dans presque tous les pays impérialistes à la faveur de la Première Guerre mondiale. Avant, c'était l'Allemagne qui avait la main sur la chimie des colorants et une supériorité technique écrasante. Donc,
le capital français dit, voilà, je vais serrer le kiki aux Allemands, enfin c'est vrai en tendance, hein, et puis on verra après. Le capital américain dit, oh, mais non, pas du tout. Moi je veux bien imposer une défaite aux Allemands, mais sûrement pas pour que les impérialismes rivaux, français et anglais, profitent de l'occasion. C'est moi qui vais m'implanter en Allemagne, c'est pas eux. Et puis c'est moi qui vais décider, c'est moi qui vais m'implanter en Europe. Et je vais sûrement pas faire en sorte que les Allemands paient des réparations aux Français, aux Anglais, aux Belges, etc. Sûrement pas. Donc vous voyez, on commence l'après-guerre finalement très mal. Et puis, sans que j'ai le temps de développer, comme le capital français est finalement très faible, déjà passé à une mentalité très comprador, c'est-à-dire mon peuple m'inquiète et contre mon peuple, parce que vous voyez, on prête ça comme sentiment aux classes dirigeantes italiennes, mais les classes dirigeantes françaises sont absolument alignées sur les italiennes. Si le peuple fait peur, on va chercher des maîtres à l'étranger. Et comme disait très bien François Bloch-Lenné, fils de grand banquier lui-même, et père de grand banquier, et synarque de surcroît, et papa, et grand-père, et père, et fiston, je ne sais pas, je n'ai pas vu les archives, mais je soupçonne, comme disait Bloch-Lenné, la grande bourgeoisie a passé son temps à trahir depuis 1815. Il disait ça en 1976. En 1996, il avait perdu la mémoire, il avait un peu oublié. Mais en 1976, où il avait une excellente mémoire et un jugement très tranché, il expliquait donc que la grande bourgeoisie française avait passé son temps à trahir, à accueillir l'envahisseur. Les Cosaques, par exemple, en 1815, je remarquais, c'est la dernière fois qu'on a eu les Cosaques chez nous. Hein. On ne les a plus jamais eus, et pourtant, réfléchissez à ce qu'on parle d'eux, hein, comme envahisseurs, alors que depuis 1815, ils n'ont... Vous voyez, on va fêter les 200 ans. Ils n'ont jamais mis les pieds chez nous. C'est curieux, d'ailleurs, il y a des envahisseurs qui les ont mis souvent, mais vous voyez, on en cause moins. Et donc, disais-je, comme disait Bloch-Lenné, ma foi, pour des raisons d'intérêt, cette grande bourgeoisie était prête à exploiter tous les malheurs de la patrie. C'est pas la Croix-Ris qui le dit, c'est Bloch-Lenné dans Profession fonctionnaire. Lisez-le, excellent, excellent. Et puis lisez après ses mémoires avec Gruson de 96, très mauvais, puisque tous les deux ils miment l'amnésie. Hein. Tous les deux, ils ont été synarques, vichistes, tout ce qu'on veut, mais un peu moins que les autres, où ils se sont repris un peu plus tôt. Et donc, on se retrouve donc, la grande bourgeoisie française, comprenant très bien qu'elle ne dominera pas la chimie mondiale, et qu'elle ne dominera pas le charbon de la roue, elle s'arrange. Elle s'arrange. C'est-à-dire qu'elle passe des accords, je n'entre pas dans les détails, il y a quelques détails fournis dans l'intégration européenne, vous verrez. Des accords secrets quelquefois, après des accords pas secrets. Et puis, comme on veut, finalement, on est obligé de s'arranger, et bien on passe des accords de cartel. Alors, il y a des gens qui vous disent, les cartels, ça abolit la concurrence. C'est pour ça que c'est tellement sympathique de faire l'Europe. Parce qu'on va s'arranger, ben voyons. Si on lisait plus Marx, on se rendrait bien compte que c'est pas possible de s'arranger. Il faut qu'il y en ait qui meurent. Alors, qu'est-ce qui meurt? Les plus faibles, hein, comme dit Marx, ça s'appelle la loi de développement inégal des capitaux. Le plus petit crève, le plus gros demeure. Mais ça se fait même à l'intérieur d'un capital tout seul. Il y a des gens qui se disent, oh ben finalement, s'il y a un super monopole mondial, tout ira bien, il n'y aura plus de concurrence. Ah bon? Mais pas du tout. Les branches qui seront plus faibles, elles crèveront. C'est la nature du capital. Hein? Bon, disons Marx d'un côté, et voyons les événements historiques de l'autre. Donc on cartélise. On cartélise la chimie en 1926, on fait 27 pardon. Ah, le premier cartel.
Le cartel de l'acier. Ah, le cartel de l'acier, avec le Napoléon du Luxembourg. On s'aime, on s'adore. On passe des alliances plus ou moins clandestines de capitaux sidérurgiques français, allemands, belges, luxembourgeois. Oh ben vous me direz alors, ça date pas de la de l'après-deuxième guerre mondiale, tout ça? Et ben alors, là c'est cassé neuf? Comme vous le voyez, pas du tout. Et donc, on se fait des petits cartels. Évidemment, on réserve, il faut quand même bien voir, il faut être réaliste, hein, pour voir le rapport des forces. Évidemment, il y en a 45% pour l'orage. Ah non, vous ne me direz pas tout à fait, parce qu'il y en a un bout pour la Sarre. Mais j'ai montré dans le Vatican, l'Europe et le Reich que la Sarre était dans la poche allemande d'emblée, d'autant plus que la France, européenne, endiablée, pratiquait une politique catholique en Sarre. Une politique catholique, c'est quelque chose, une politique catholique dont il était certain qu'elle ramènerait toute rôtie la Sarre intégrale dans le lot de l'Allemagne au futur plébiscite prévu après le traité de Versailles dans les 15 ans, c'est-à-dire en 1935. Donc on fait un cartel, et puis alors vous me direz, et puis on ne fait pas de politique? Mais si! On fabrique en 1926 une petite chose avec un nom compliqué, comité de documentation économique et sociale, voilà. Vous me direz, j'ai jamais entendu parler de ce machin. Non. Eh bien dites-vous bien que c'est le vrai fondateur du comité France-Allemagne de Ribbentrop de 1935. Mais eux, on n'en a pas entendu beaucoup parler, mais c'est eux le comité France-Allemagne. Hein? C'est eux le comité France-Allemagne de l'Alliance européenne de la sidérurgie. L'Alliance de la paix, comme chacun sait. Alliance de la paix, mais vous me direz, ils s'entendent. Alors on n'allait plus faire de guerre. Mais qui pense ça? Bien sûr qu'ils s'entendent. Vous savez, les choses les plus simples sont parfois finalement les plus compliquées à comprendre. Quand tel auteur dit que les gens se font la guerre, qui ne se connaissent pas, pour des gens qui se connaissent mais ne se la font pas, ils expliquent exactement ce qui s'est produit, c'est-à-dire, on a des conflits, ils seront livrés évidemment sur le terrain. Bon, ça coûtera cher évidemment en termes de force productive excédentaire d'ailleurs par rapport aux possibilités du capital, force excédentaire humaine, il y en a trop, on liquide, matériel, il y en a trop, on liquide, après quoi on passera à un nouveau compromis, puisque c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est comme ça que ça s'est préparé, y compris dans le cadre du cartel. Donc le cartel 1926. Et puis le cartel de la chimie, et puis je vous passe la liste, hein, vous lirez le choix de la défaite, vous verrez, c'est un beau tas. Bon. Est-ce que ça arrange les choses? Non, patatras. Crise. Et puis d'abord, on sait bien qu'il y a que la crise. Vous savez pourquoi on a fait le plan Young de 1929? Parce que les Américains savaient enfin, je dirais que toute personne bien informée savait. La clé, c'est que les peuples ne sachent pas. Mais eux, en haut, ils savent. Ils comprennent quand ça gaze plus. Bien avant nous. Hein? Eux, ils ont le moyen de savoir. Donc, dès 1927, l'impérialisme américain, très implanté en Europe, qui avait fait tous les accords financiers, notamment ceux qu'on appelle par antiphrase sur les réparations, vu que ces accords étaient destinés à liquider les réparations, qui étaient très désagréables au capitalisme américain. Donc, dès 1927, les Américains savaient très bien qu'une crise, comme tous les grands capitalistes, hein, une crise allait éclater, parce que eux ils comprennent, ils ont compris Marx et pré-Marx, hein, c'est-à-dire que la nature du capital est que il y a une baisse du taux de profit qui fait qu'il faut se partager le morceau, et qu'à un moment, la concurrence capitaliste, les conditions de formation du profit, etc., font que les taux s'effondrent, enfin bref, qu'il y a crise. Hein. Et puis même parfois qu'il y a crise
grave, très grave. Ça se mitonnait sur le temps. On est des voilà. Alors, donc, j'en reviens à cette nécessité d'envisager la crise et ses lendemains, c'est-à-dire à la fois d'envisager la guerre, car cette crise se résoudrait comme les précédentes par la guerre, et on le sait parce qu'on a les sources, hein, on sait qu'ils savent, et comment faire pour régler dans une certaine mesure ensemble la crise, peser sur les salaires, et bien faire ce que chacun a fait, avec certains qui le faisaient mieux que d'autres, l'Italie fasciste d'abord, puis l'Allemagne nazie ensuite, qui était tout de même un véritable paradis européen à partir de 1931. Pour l'Allemagne non nazie et surtout de 1933, puisqu'on pouvait y faire suer le Burin comme on voulait, et même 16 heures par jour, sans demander quelque autorisation que ce soit, sans augmenter les salaires, en les bloquant, en augmentant la fiscalité sur le travail, le rêve. Ça vous explique pourquoi, en pleine préparation de la guerre, cette Europe est finalement allée très bien, parce que l'Allemagne était un modèle social remarquable et que personne n'avait écrasé les salaires mieux qu'elle. Comment faire d'ailleurs pour que les salaires fussent écrasés encore mieux? Une des bonnes solutions était de faire que l'Allemagne fît chez les autres ce qu'elle avait fait chez elle. Ce qui était une des dimensions de la guerre. Mais il y en avait une autre, bien entendu. C'est que ces capitaux étaient en concurrence féroce, y compris le capitalisme allemand et le capitalisme américain. Car l'entrée des États-Unis dans la guerre a commencé à se jouer à partir de 1934, c'est-à-dire quand l'impérialisme allemand est venu tailler des croupières à l'impérialisme américain, y compris dans ces zones privilégiées, en particulier en Amérique latine, sans parler évidemment de l'Europe. Donc, Deuxième Guerre mondiale, prévue. À l'intérieur des alliances bancaires, car sachez-le, il y a eu déjà une Europe, et même un lien Europe et États-Unis bancaire, puisqu'un des bébés du plan Young, c'est la fameuse Banque des règlements internationaux qui existe toujours, qui tous les ans nous dit que les salaires ne sont pas assez baissés. Ça fait quelques décennies, hein. Au point où elle en est, je pense que 1% du revenu général pour les salaires serait encore trop. Mais donc, au sein de la BRI, qui va fonctionner pendant la Deuxième Guerre mondiale comme un véritable centre financier au bénéfice de l'Axe, au sein de la Banque des règlements internationaux, où se retrouvent les premières banques centrales, le premier club de banques centrales, parce que finalement, le prédécesseur du FMI, c'est la BRI, hein, où est représentée aussi la Federal Bank of New York, c'est-à-dire ce qui fait office de banque centrale aux États-Unis. À l'intérieur, donc, de cette BRI, ces gens devisent gaiement sur le fait que les choses vont se régler par le fer et par le feu, hein, par le fer et par le sang, mais ça ne les empêche pas de dîner ensemble. Ça ne les empêche pas de continuer à dîner ensemble, d'ailleurs, entre 1939 et 1945, dans les circonstances que vous connaissez pour les peuples. Rien ne les empêche de rien. Et donc, les accords de la pré-Deuxième Guerre mondiale deviennent les accords de la Deuxième Guerre mondiale en donnant une sorte d'ouverture sur l'Europe contemporaine. Mes collègues, je l'explique dans mon bouquin qui vient de paraître, L'histoire contemporaine toujours sous influence, mes collègues, ce que j'appelle les représentants de l'historiographie dominante, ils ne sont même pas dominants, ils sont hégémoniques. Mes collègues ont été très contrariés, ceux qui s'occupent des relations internationales, du référendum de 2005.
ils ont considéré qu'on ne nous avait pas assez fait de pédagogie. Vous savez, la pédagogie, on n'est pas assez on ne fait pas l'objet d'assez de pédagogie, c'est pour ça qu'on a voté non. Parce qu'on ne nous a fait de la propagande que de 0 à 24 heures. Je ne sais pas, il y a peut-être un moyen d'en faire plus, puisqu'on n'avait pas eu assez de pédagogie. Donc mes collègues ont décidé qu'ils feraient de la pédagogie. Ils nous ont collé, ce qui vous explique d'ailleurs ces dernières années les trous dans les générations qu'on voit dans les manifestations ou dans les salles où se donnent des conférences. Ils nous ont donc expliqué ils nous ont fait un sujet Europe pour les concours, une horreur, une bibliographie, une horreur. Et puis ils nous ont expliqué qu'il n'y avait pas eu d'Europe de 33 à 45. Mon Dieu, il n'y en a jamais eu. Alors, de 39 à 45, je ne vous raconte pas. C'est l'Europe, le rêve de l'Europe. C'est une Europe allemande, mais alors, cartel renouvelé, association de capitaux, y compris clandestine, c'est très bien, comme ça elles ont pu recommencer après. Je vous signale que les fusions dans la chimie, dont les traces se perpétuent, les fusions dans la chimie, c'est des fusions directement héritées des fusions de la Deuxième Guerre mondiale que je traite dans Industriels et Banquiers sous l'occupation et que j'ai réécrit. D'ailleurs, la nouvelle mouture fera apparaître l'ancienne mouture pour une espèce de mixture un peu tiède, parce que plus j'avance, plus les archives sont abominables. Donc, des cartels, des associations, définitives, et puis boum, comme vous le savez, il y a quand même eu un ennui, il y a eu guerre. Finalement, les impérialismes ont eu besoin des soviets pour écraser les Allemands, parce que c'est quand même comme ça que ça s'est passé, malgré ce qu'on me raconte depuis 20 ans, et surtout depuis 10 ans. Et donc, fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est vaincue. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est à la croisée des chemins, avec la répétition de ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, je dirais presque en pire, bien qu'il y ait pour les peuples un peu de meilleur, parce que, comme le disait Staline, la première crise systémique du capitalisme a ouvert une brèche dans le monde impérialiste, c'est, disait-il, la naissance de l'URSS. La deuxième a élargi le camp démocratique, disait-il. Il ne faut quand même pas oublier qu'une des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, c'est entre autres la révolution en Chine. On peut raconter tout ce qu'on veut de la Chine, ça a quand même changé un peu la face du monde. Et disait-il d'ailleurs, la troisième généralisera sans doute le socialisme, mais enfin moi je suis historienne et je ne fais pas de prévision. Quoi qu'il en soit, l'après-Deuxième Guerre mondiale nous met à la croisée des chemins au sens où l'impérialisme américain est plus fort qu'avant, et donc capable d'imprimer sa marque sur cette Union européenne qu'il prépare pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, y compris à la maison, en faisant venir toute une série d'hommes politiques qui seront les hommes politiques des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, à qui ils expliquent comment il faut faire. On fera l'Union européenne. Vous savez ce que c'est cette Union européenne? C'est très simple. Vous ferez un marché librement ouvert au capital américain, c'est-à-dire un ventre mou. Vous vous mettrez ensemble et nous, on pourra exporter chez vous tout ce qu'on veut, puis les capitaux en plus. J'ai l'air d'être... vous voyez, j'ai l'air d'y aller à coups de serpe. Mais je vous assure que je suis d'un caractère nuancé comme c'est pas possible. C'est exactement comme ça que ça s'est fait. Alors, me direz-vous, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? Ils ont dit oui, pas de problème, on obéit comme d'habitude. Eh bien, oui et non. Parce que, finalement, les impérialismes européens, très affaiblis, étaient quand même contents que l'Allemagne avec laquelle ils avaient collaboré avec Allégresse eût pris la pâtée. Quand vous avez le grand vainqueur qui se prend une gamelle,
vous vous dites quand même, il y a une petite possibilité pour moi, mais je dirais que comme après la Première Guerre mondiale, plus vite encore qu'après la Première Guerre mondiale, ils ont très vite compris que ça ne se ferait pas. Je dirais même qu'ils l'ont compris d'emblée. Vous n'avez qu'à regarder la politique allemande de la France à partir de 1945. J'y ai consacré beaucoup de travaux. C'est encore plus caricatural qu'après 1918. Mais, quand même, ça ne s'est pas passé si facilement que ça. Donc, comment ça s'est passé? Les États-Unis, d'abord, dans un premier temps, ont littéralement phagocyté le marché européen. Parce que ça, c'est des choses que personne ne sait. Mais vous imaginez ce que c'est que les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale pour la fameuse Union européenne? Un commerce qui se fait essentiellement entre l'Europe, les parties de l'Est et les parties de l'Ouest. Les parties de l'Est, fournisseuses de matières premières, les parties de l'Ouest, fournisseuses en général de produits à haute valeur ajoutée. Ou le commerce inter-européen, inter-Europe de l'Ouest. Ou les modifications qu'a introduites la naissance de l'URSS, puis du camp socialiste, ce que j'ai exposé dans un certain nombre de travaux. Ça, c'était une Europe, finalement, en conflit, avec tous les éléments de conflit que j'ai évoqués, mais finalement, dont le commerce était un commerce essentiellement inter-européen. La puissance des États-Unis fait que ce commerce inter-européen est complètement chamboulé. Dans des circonstances que j'ai étudiées, réfléchissez, l'Allemagne, elle fait son commerce exclusivement, presque exclusivement, avec l'Europe. Plus en 1945, puisque les États-Unis, dans les zones occidentales, en même pas 2 ans, réussissent à représenter tout le commerce extérieur du Reich, de l'ancien Reich, partie occidentale. Mais pour la récupération du reste, ça n'est qu'une question de temps. Donc d'un côté, les États-Unis sont décisifs pour faire fabriquer cette Union européenne. Vous comprenez ce que c'est que cette Union européenne? Ils l'ont dit, ils l'ont écrit, ils l'ont exposé dans leurs assises parlementaires, au Congrès, etc. Il s'agissait bien entendu de faire en sorte que l'Europe fût ouverte plus que jamais aux excédents structurels de l'industrie et de l'agriculture américaine et aux capitaux américains de manière totalement libre. Ça, c'est la partie américaine. La partie européenne, c'est le rôle grandissant du Reich, très tôt, très vite, plus vite qu'après la Première Guerre mondiale, aidé par les États-Unis, comme après la Première Guerre mondiale, et prenant la tête de cette Union européenne, qui passe pourquoi? Parce que on fait avaler aux populations que le plus grand danger qui les guette, c'est l'armée rouge à ses portes. Elle l'a cru, la population. On est passé dans un pays comme, vous me direz, c'est un mauvais exemple à cet égard que je choisis, parce que la Norvège, parce que celui-là, il n'a jamais voulu adhérer à l'Europe, jamais. Il a adhéré à tout ce qu'on voulait, l'OTAN, etc. L'Europe économique, il n'a jamais voulu. C'est très bien. C'est-à-dire qu'en Norvège, la population qui était à 98% pro-soviétique en 1945, elle est au moment de la création de l'OTAN majoritairement persuadée que l'Union soviétique va lui faire la guerre. Faire un pays si dangereux, il faut quand même bien avaler des couleuvres pour être sauvé d'une petite couleuvre quand on est menacé par un gros boa. Donc, cette Europe se fait. Et comment elle se fait? Elle se fait parce que on peut aussi corrompre des forces sociales pour leur faire dire, à leur mandant, que tout va bien, que le comité des forges va être aboli, parce que, lisez la presse socialiste en 1950 au moment du plan Schuman, ah qu'on sait, on va faire une Europe de la paix, puis alors encore mieux qu'avant, parce que la communauté européenne du charbon et de l'acier, le discours de Schuman du 9 mai 1950, si émouvant, plus la guerre,
Vous savez d'ailleurs comment il a été lancé? Il a été lancé parce que le lendemain, il y avait une réunion de l'OTAN, tout juste fraîchement sortie du berceau, d'ailleurs encore dans le berceau, où Schuman devait se faire proposer, si j'ose dire, ou imposer la remise sous l'uniforme des générations bien aguerries de la Wehrmacht, comme disait notre ambassadeur à Washington. En 1950, vous imaginez, les politiciens les plus réactionnaires français à l'idée de faire avaler à la population française en 1950, 5 ans après la fin de la guerre, une armée prétendument européenne dans laquelle la force dirigeante serait l'ancienne Wehrmacht, avec tous ces généraux, hein, quand ils avaient l'âge, parce que c'était les mêmes. Hein. Regardez Speidel, chef de l'OTAN, qui était un des éléments importants de l'appareil d'occupation en France. Enfin, vous voyez que des amis. Donc ça n'a pas été possible. Donc on a fait avaler aux populations que tout ça c'était absolument contre le risque de guerre. Mais vous savez comment c'était contre le risque de guerre? C'était pour abolir toutes les limitations à la production d'acier en Allemagne. C'est-à-dire pour abolir un petit mélange de Yalta et de Potsdam qui limitait, voire interdisait toute production militaire à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'au moment où naît cette fameuse Europe, d'un des nobles braves garçons, tellement nazi d'ailleurs que quand les Américains et les Anglais se sont disputés la zone occidentale,